Antoine, à toi la parole. Super, merci, merci Thierry, merci à la FHF Grand Est pour l'invitation. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, on m'a demandé le thème, hein, c'est le hors-piste aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire du ski. Pour parler d'un sujet dont on a bien sûr déjà entendu parler, hein, la responsabilité populationnelle, vous en avez entendu parler. Il y en a été question dans les tables rondes de ce matin. Là, la question, c'est comment est-ce qu'on part de ce concept, de cette idée, cet objet que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, et on arrive à se mettre en capacité tous de faire du hors-piste de façon sécuritaire. Donc, je vous propose en vérité une saison au ski. C'est le printemps, mais quand même. Le ski, en fait, on va vite, mais il faut être prudent. Donc, la première étape, c'est évidemment de connaître la montagne. Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi notre environnement? Et cette montagne, c'est l'évolution générale des systèmes de santé aujourd'hui. Notre environnement, c'est comment les systèmes de santé s'adaptent, se transforment pour faire face aux défis qu'on connaît aujourd'hui. Après, évidemment, c'est bien de savoir que cette montagne, mais comment est-ce qu'on peut s'engager sur les pistes? Qu'est-ce qu'il nous faut comme base technique pour être capable de descendre de façon prudente? On va regarder ce qui s'est passé, le développement de ce modèle de responsabilité populationnelle. Et plus on prend d'expérience, plus on peut aller vite. Et plus on peut aller vite de façon sécuritaire. Et on va voir aujourd'hui où est-ce qu'on en est pour aller au bout de ces possibilités, être en capacité de prendre les fameuses pistes noires. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, si on commence cette piste verte, donc où est-ce qu'on s'en va exactement, qu'est-ce que c'est l'environnement, la montagne, etc., on voit une transformation partout autour de nous des systèmes de santé. Pourquoi? Ça a été dit par François Braun ce matin, mais par d'autres. Hein. C'est qu'aujourd'hui, ce qui définit nos systèmes de santé, les besoins de santé, ce sont les pathologies chroniques et le vieillissement de la population. Et c'est un changement absolument fondamental par rapport à ce qui est demandé à nos systèmes de santé. Et donc, on voit que la vague des pathologies chroniques, c'est une vague qui est généralisée, un peu moins forte dans certains endroits, plus forte dans d'autres. Vous voyez effectivement aux États-Unis, 40% de la population est obèse, 12% sont diabétiques, mais même ici, c'est vraiment ce qui définit aujourd'hui nos systèmes de santé, les pathologies chroniques et le vieillissement. Et donc, on se retrouve avec un désaccord entre la façon dont nos systèmes de santé ont été construits et ils fonctionnaient très bien à une époque, et la réalité des besoins de santé aujourd'hui et de ce qu'on attend. Donc, on a des systèmes qui sont conçus essentiellement pour des populations jeunes et évidemment, la population vieillit. On a des modèles qui sont conçus pour des épisodes aigus. Vous vous cassez une jambe, vous avez de la fièvre, vous allez chez votre médecin, c'est réglé. On a aujourd'hui un contexte, comme on l'a dit, de pathologie chronique. C'est des modèles, effectivement, quand on est sur des épisodes aigus, qui nécessitent assez peu de coordination. C'est-à-dire quelqu'un vient à l'hôpital, on le soigne, il est guéri, il rentre à la maison et c'est terminé. Vous allez chez votre médecin généraliste, pareil, il vous fait une prescription. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Et donc, c'est des modèles qui sont essentiellement réactifs. C'est-à-dire, on attend qu'un patient se présente, donc fasse connaître ses besoins, et puis on attend. Et du coup, ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres, et toujours plus, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus, parce que les gens se présentent soit chez leur médecin traitant ou en ville, ou ils se présentent aux urgences de l'hôpital. Donc, c'est des modèles qui sont réactifs et médico-centrés. Et ça a été dit très justement ce matin par un des intervenants. En fait, ce qu'on appelle le système de soins explique qu'environ un quart, ça dépend des études, mais entre les 15% et un quart du résultat de santé de la population. Et donc, ce que ça nous dit, c'est qu'on peut continuer, et il faut le faire, hein, à acheter des machines ultra performantes en CHU, on peut continuer à rajouter de la technologie, on peut construire des nouvelles bâtisses, etc. Ce qu'on a fait, par exemple, à Montréal, hein, construire 2 CHU en même temps. Bon, c'est pas ça, fondamentalement, qui va changer la santé de la population. La santé de la population dépend de beaucoup plus que de l'offre médicale ou sanitaire. Et cet effet-là, on le voit aujourd'hui dans nos hôpitaux. C'est-à-dire que la tension qu'on connaît, évidemment qu'on connaît en médecine en première ligne de soins, mais qu'on connaît d'abord dans nos hôpitaux, c'est une situation de tension extrême qui est causée par l'accroissement massif des besoins de santé.
Et donc, la crise des urgences, donc là, ce que je vous montre ici, ce sont des données qui sont tirées des bases de données de santé nationale que tu connais bien, Gabriel, la base nationale PMSI, où on s'intéresse bien à toute la population atteinte de diabète ou d'insuffisance cardiaque. Et on se rend compte que ce sont des gens qui consomment énormément de santé. C'est-à-dire que quand on regarde les personnes diabétiques, une personne sur deux va aller à l'hôpital au moins une fois dans l'année, ce qui est colossal par rapport à la population ordinaire, c'est énorme. Quasiment un tiers de ces séjours arrivent par les urgences. Donc, la crise des urgences qu'on connaît, c'est pas une crise de gens qui s'ennuient chez eux le dimanche et qui disent tiens, je vais aller à l'hôpital. C'est une crise de gens qui ont des vrais besoins de santé très importants et des besoins qui, en fait, ne trouvent pas de réponse satisfaisante et ils vont aux urgences. Et on a des résultats de santé qui sont moyens. C'est-à-dire que ça, pour moi, ça, c'est vraiment malheureusement le juge de paix. On a amputé, malheureusement, l'année dernière en France, 13 000 patients diabétiques. Et donc, ce sont des gens, ça, une fois que vous êtes amputé, eh bien, qui vont être handicapés toute leur vie, qui vont demander plus de services toute leur vie, et ainsi de suite. Et donc, la tension qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr, et ça a été dit encore une fois par François Baum ce matin, certes, il y a une tension sur l'offre, mais c'est d'abord une tension de la demande. Les besoins de santé sont énormes et ils sont tirés par les pathologies chroniques. Et donc, ce qu'on voit un peu partout, quand je disais qu'il y a un changement très important dans le fonctionnement des systèmes de santé autour de nous, eh bien, au début, quand on a commencé à regarder ces fameuses bases de données de santé, on s'est dit, waouh, il y a 5 des patients qui représentent 50 des dépenses à eux tout seuls. Ces fameux patients coûteux et complexes. Et dans tous les pays, on a commencé à mettre en place des programmes pour essayer de coordonner, d'intégrer les services pour les patients coûteux et complexes. David, tu parlais de PRPA ce matin, c'est exactement le cas. Donc, des MAIA, des choses comme ça. Et en fait, tous les pays ont fait des choses de ce type. Le problème, bien sûr, c'est qu'une fois qu'un patient est coûteux et complexe, il va le rester. Donc, une fois que vous êtes une personne âgée polypathologique, vous ne redeviendrez jamais un marathonien. Ce sont des gens qui, quoi qu'il arrive, vont nécessiter beaucoup de ressources, beaucoup de soins, beaucoup de coordination, et il faut être capable de leur offrir tout ça. Et donc, l'enjeu, en fait, c'est d'agir en amont et essayer d'éviter que les gens deviennent coûteux et complexes, voire encore mieux, essayer d'éviter qu'ils deviennent malades. Et c'est dans ce contexte-là qu'on passe vers des modèles populationnels. Et donc, on va essayer d'agir en amont pour éviter que les gens deviennent malades et s'ils deviennent malades, éviter que leur état de santé se dégrade. Et vous voyez que là, on change en fait complètement le focal de notre système de santé. On n'est plus sur quelques patients très bien connus, très bien identifiés où il faut organiser en fait individuellement pour chacun un dispositif de suivi très lourd. On est sur des très gros volumes de population. On est sur des acteurs avec lesquels on n'est pas forcément habitué de travailler. C'est-à-dire, si on veut travailler sur la prévention de la maladie, eh bien, c'est pas vraiment un diabétologue hospitalier qui va être capable de faire ça. Il va falloir travailler, bien sûr, avec la première ligne de soins, mais aussi avec les collectivités, avec les associations et ainsi de suite, avec les populations elles-mêmes. Donc, on élargit le cercle des intervenants. Et au fond, ce qui structure tout ça, et on va le voir à l'instant, c'est que on se dit, ben, dans le fond, pour avoir un système de santé soutenable à long terme, il faut viser simultanément un quadruple objectif. Il faut viser en même temps l'amélioration de la santé d'une population définie, l'amélioration de la prise en charge de chaque patient dans cette population, l'amélioration dans l'utilisation des ressources qui existent aujourd'hui sur le terrain, et il y en a, et si possible, on veut un système de santé qui prenne soin de ceux qui soignent. À l'origine, on parlait plutôt du triple objectif et maintenant, on parle du quadruple parce que cette dimension des soignants eux-mêmes, on se rend compte, est de plus en plus critique. Ce qui veut dire quand même qu'il faut être capable de définir des populations. Si on dit on vise le quadruple objectif pour une population, ben, de quelle population on parle? Ça veut dire effectivement un modèle de maintien en santé. Ce n'est pas un modèle, disons, uniquement de spécialité, c'est un modèle de maintien en santé global et où on va mélanger des approches de santé publique et des approches sanitaires. Comment tout ça s'organise dans la pratique? Je vous ai donné un exemple qui est très intéressant, petit système de santé. Le Pays basque espagnol, dès 2009, ils se sont dit, vu le vieillissement de la population au Pays basque espagnol, notre système de santé, tout simplement, ne sera pas en capacité de répondre aux besoins de la population. Et donc, à partir de 2009, ils ont développé vraiment un document de référence qui est la stratégie pour faire face aux défis de la chronicité au Pays basque espagnol, ce qui s'est traduit par une refonte complète de leur système de santé pour être capable de faire face à ce défi.
qu'est-ce qu'on trouve dans ce système? On retrouve, vous voyez, ce quadruple objectif là dans le coin, la vision. On retrouve la capacité, ça a été dit encore ce matin, à définir les besoins de santé de la population. Et donc, tous les habitants du Pays basque sont entrés dans cette stratification, dans cette pyramide, pour dire, mais chez nous, dans nos habitants, combien déjà, c'est quoi être en bonne santé, combien sont combien ont des problèmes de santé mineurs, sont très malades et sont très, très, très malades, et un certain nombre de priorités clés. Donc, la première étant le ciblage sur une population stratifiée, et ça, on va y revenir beaucoup, la stratification, les pyramides, ainsi de suite. Un modèle qui doit viser la prévention des maladies chroniques, qui permet d'autonomiser les patients et qui permet d'avoir, ce qu'on va voir aussi, des parcours de santé intégrés. C'est-à-dire, on va aller beaucoup plus loin que la coordination pour dire, mais dans le fond, peu importe votre point de contact avec le système de santé, que vous alliez voir votre pharmacien, une infirmière libérale, votre médecin de famille, l'hôpital, vous allez toujours être sur le même parcours avec les mêmes standards, les mêmes informations et ainsi de suite. En pratique, le modèle a été territorialisé. Donc, le Pays basque espagnol a été divisé en 13 territoires de santé, ce qu'ils appellent des organisations de santé intégrées, des IHO, qui vont regrouper dans un même bloc tous les acteurs de soins, les hôpitaux, la première ligne, etc. Et c'est dans ces territoires qu'on va construire localement des stratégies de santé qui sont construites de la prévention jusqu'à la gestion des patients complexes. Et donc, ça permet de passer de cette grande pyramide nationale à quelque chose qui est très local, très territorialisé, où quand une personne s'adresse au système de santé, on va être capable d'évaluer ses besoins, d'évaluer son niveau de risque et de lui proposer un parcours qui corresponde à ses besoins qu'on va être capable de suivre. Donc, c'est la diapo en haut qui permet de passer d'une approche très globale de population à une approche sur une personne individuelle. Et donc, là, chaque territoire, chacun de ces 13 territoires a vraiment créé ses propres parcours, ses propres approches, ses propres actions de prévention, mais en étant toujours calé sur les meilleurs standards. Et donc, un exemple de ça, là, je vous ai donné un exemple de passage, si on veut, d'une grande pyramide nationale à des parcours individuels. Là, on est effectivement dans la pointe de la pyramide et on voit qu'en fait, on est en capacité de proposer à certains types de patients des parcours de santé qui vont être de plus en plus intenses, si on veut, au fur et à mesure que les besoins de santé augmentent. Est-ce que ça fonctionne? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'on voit qu'au Pays basque espagnol, après 15 ans de ce travail comme ça, donc ça, c'est des évaluations qui ont été menées par l'OCDE, ils sont en capacité maintenant de faire basculer réellement l'équilibre de leur système de santé vers un système qui est beaucoup plus orienté vers la première ligne de service. C'est-à-dire que les gens, en pratique, voient plus leur médecin de famille, leurs proches, leurs infirmières, leurs pharmaciens, etc., et vont moins à l'hôpital. Et quand ils vont à l'hôpital, c'est pour des bonnes raisons et au bon moment. Et donc, on voit, en fait, c'est le graphique qui est là, on voit une bascule vraiment très forte vers, justement, un système où on cherche à rester dans le milieu de vie de la personne. Donc, vous allez me dire, mais bon, le Pays basque, c'est gentil tout ça, mais c'est un tout petit truc, il y a 3 millions d'habitants. Nous, on est en France, ça ne marchera jamais, c'est pas possible, on est trop grand, et ainsi de suite. Eh bien, si on va en Angleterre, le NHS England est le plus grand système de santé publique au monde. Vous ignorez pas qu'il a traversé une période très difficile, le NHS actuellement, depuis une quinzaine d'années. Mais depuis 2 ans, ils ont dit, ben, en fait, la seule façon d'avoir un modèle soutenable, c'est justement de territorialiser le système. Et donc, le système est entièrement reconstruit actuellement depuis 2021. Donc, vos collègues en Angleterre, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est mettre en place ces organisations sur la base de 42 Integrated Care Systems, donc territoriaux, avec la même logique de stratification, de parcours locaux et de travail en commun ville-hôpital. Et ce qui est intéressant, c'est aussi un mode de gouvernance qui est adapté, où d'un côté, il va avoir une gouvernance, si on veut, sanitaire, donc qui regroupe toute l'offre de santé, donc les hôpitaux, la première ligne, les ambulances, etc., mais aussi une gouvernance qui va rassembler ceux qui sont en mesure d'agir sur les déterminants de santé, donc les collectivités, les associations, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Integrated Care Partnership. Et c'est la réunion des deux qui forme en fait la gouvernance de ces nouveaux systèmes territoriaux intégrés. Et donc, on arrive à un modèle en fait à 3 étages où vous avez vous avez
un premier niveau très, très local, hein, plutôt à l'échelle CPTS, ici avec des réseaux de soins, etc. Un deuxième niveau, ce qu'ils appellent PLACE, et donc qui se rapprocherait plutôt, nous, de notre échelle GHT, où c'est là qu'on fait vraiment la jonction entre ces réseaux locaux, plusieurs CPTS, je le dis un peu, ou des inter-CPTS et les hôpitaux, et après une échelle un peu plus régionale, où là, on peut adresser des questions comme les systèmes d'information, les investissements lourds, et ainsi de suite. Donc, c'est un système à 3 niveaux qui est en train de se mettre en place et pour lequel les collègues anglais sont raisonnablement optimistes dans le contexte actuel. Et en fait, il n'y a pas besoin d'aller en Angleterre pour voir tout ça. Vous pouvez aller tout près de Strasbourg, dans la région de Kinzigtal. Et là, il y a un système intégré qui fonctionne là-bas depuis 15 ans, qui s'appelle Gesundes Kinzigtal, et qui reprend exactement le même modèle, c'est-à-dire tous les acteurs de santé d'un territoire qui travaillent ensemble pour garder les gens en santé, avec des programmes intégrés qui vont de la prévention jusqu'aux patients complexes et toute une série d'actions pour dire, mais notre objectif commun est de garder ces gens en santé. Et donc, ce système existe depuis une vingtaine d'années et maintenant, on peut en voir les résultats. C'est-à-dire, pour ce qui est disons, des autorités, je ne sais pas si l'ARS est arrivé, mais la question, ça va être, est-ce que ça va coûter cher tout ça? Eh bien, ce qu'on voit, et ça, c'est les évaluations qui ont été produites, effectivement, le coût moyen, c'est-à-dire ce qui est effectivement dépensé en santé pour les habitants de Kinzigtal par rapport à ce qui est dépensé en santé pour les habitants lambda de l'Allemagne, est inférieur. Ils arrivent à de meilleurs résultats de santé à Kinzigtal pour moins cher. Pourquoi? C'est justement ce travail. Et donc, on voit qu'avec le temps, l'écart s'accroît, en vérité, parce qu'à un moment donné, les gens prennent les habitudes, les gens sont en meilleure santé. L'espérance de vie est plus longue au Kinzigtal qu'ailleurs en Allemagne. Donc là, c'est des résultats qui commencent à être même des résultats assez loin. Et on voit que c'est une différence qui est quand même assez importante, de quasiment 7 millions d'euros sur 35 000 personnes couvertes. Donc, ça donne aussi une idée de ce qu'on pourrait aller chercher en ayant des meilleurs résultats de santé. Et l'OCDE s'est livré à ça. Ils ont extrapolé, en fait, les résultats de Kinzigtal à tous les systèmes de santé européens. Donc, ça nous permet de voir, mais si, en France, on faisait aussi bien que Kinzigtal, eh bien, on pourrait allonger l'espérance de vie de quasiment 10 ans, l'espérance de vie moyenne de quasiment 10 ans, et on pourrait allonger l'espérance de vie sans incapacité, ce qui est ce qu'on veut tous, de 5 ans et demi, tout en épargnant 3,5 % de nos dépenses de santé. Donc, on pourrait avoir une population en meilleure santé pour moins cher. C'est ce que ça dit, c'est-à-dire que ces modèles où justement on travaille tous ensemble très en amont en prévention primaire, secondaire, tertiaire, fonctionnent et produisent des résultats et on commence à en avoir les preuves aujourd'hui. Alors ça, c'est notre environnement. Aujourd'hui, c'est la montagne. Maintenant, on va commencer à skier. Alors, si on dit, allez les amis, go, allez-y, on skie, eh bien, il faut d'abord avoir des bases solides. C'est-à-dire, comment est-ce que nous, en France, avec tout ce qu'on a vu au Pays Basque, en Allemagne, chez Kaiser, etc., comment est-ce qu'on peut apprendre, nous, à skier, avoir un modèle qui fonctionne chez nous? Et ça a été la naissance de ce programme de territoire pionnier de la responsabilité populationnelle, où on a dit, on va prendre 5 territoires pionniers, volontaires, dont un territoire ici, hein, l'Aube et le Cézanais, je vois David, les collègues là-bas, qui ont dit, mais on va construire ce modèle, un modèle qui est testable et évaluable pour développer une méthodologie. Donc, ce qu'on a voulu, c'est un modèle qui puisse fonctionner en France. Donc, on vise, comme partout ailleurs, le quadruple objectif. On va être en capacité pratique sur un territoire donné de viser la meilleure santé d'une population définie, la meilleure prise en charge, la meilleure utilisation des ressources et la meilleure santé des professionnels. Comment on va faire? Eh bien, effectivement, comme à l'étranger, on va faire élaborer par les acteurs de santé d'un territoire un programme d'action partagé qui va de la prévention jusqu'aux patients complexes. On veut un modèle qui soit généralisable. Donc, d'emblée, on doit avoir un modèle qui est assez solide pour être évalué, assez robuste pour être généralisable, mais assez flexible pour s'adapter à chaque territoire. Puisqu'on sait bien, ça a encore été dit, eh bien, oui, la Bretagne, c'est pas la Provence-Côte d'Azur. Et Marseille n'est pas Lille. Donc, il faut un modèle qui soit capable de s'adapter très finement à chaque territoire. Et un modèle aussi qu'on peut développer pour d'autres populations cibles. Donc, en pratique, on a une méthodologie qui est partagée, des outils qui sont partagés. On a des populations qui sont partagées. Donc, les 5 territoires vont travailler sur les personnes atteintes ou à risque de diabète de type 2 et d'insuffisance cardiaque. Mais 5 territoires qui développent localement leur propre
programme d'action, leur propre stratégie de santé. Donc, si on regarde un peu l'historique de tout ça, on a créé le groupe en fin 2018, et après, il a fallu tout inventer en marchant, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on élabore des modèles pour avoir une vision des besoins de santé, comment est-ce qu'on élabore de la méthodologie pour construire ces programmes de santé, qu'est-ce qu'on va faire aux gens, ainsi de suite. Ce qui a permis donc de lancer ce qui est le cœur du réacteur, ces fameuses réunions, ce qu'on appelle des réunions cliniques, où les acteurs de la santé vont décider ensemble de qu'est-ce qu'il faut faire. Après, il y a eu malheureusement un petit épisode de COVID et on a pu lancer le déploiement en janvier 2022. Au cœur de ce modèle, on veut un modèle qui réponde aux besoins de santé. Donc, il faut savoir, si on dit qu'on travaille sur la population atteinte ou à risque de diabète, quels sont les besoins de santé de cette population-là? Entre une personne qui commence dans le diabète, mais qui est très stable, bien suivie, etc., et une personne âgée qui a du diabète, mais aussi de l'Alzheimer, mais aussi plein d'autres pathologies, on voit bien que les besoins ne sont pas les mêmes. Et donc, ce qu'il va falloir mettre en place est très différent. Ce n'est pas suffisant de dire aux gens, écoutez, vous avez 12 000 patients diabétiques chez vous. En pratique, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, il faut avoir une vision commune des besoins de santé de cette population. Et une vision qui doit faire autorité, c'est-à-dire qu'on veut être capable de se mettre d'accord tout de suite pour dire oui, les besoins de santé de la population, ce sont ceux-là, et une personne un peu malade, ça a l'air de ça, beaucoup malade, ça a l'air de ça. Et donc, c'est la construction d'une stratification qui est à la fois médico-économique et clinique, où on va faire correspondre une évaluation des besoins de santé vus par des praticiens experts à une demande à l'égard du système de santé. Et donc, plus l'état de santé se dégrade, plus une personne coûte cher. Donc, l'objectif du modèle, vous l'aurez compris, c'est de garder les gens le plus bas possible dans la pyramide, ou en tout cas éviter qu'ils montent. Et donc, ça, c'est une stratification qui a été développée avec les sociétés savantes, plusieurs, mais qui a un objectif très opérationnel. Elle doit pouvoir être utilisée par tout le monde, par une infirmière, par un médecin généraliste, par un diabétologue, par le plus grand nombre de professionnels possible. La question clé, et là, ça rejoint aussi un aspect très important qui a été dit ce matin, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour chacune de ces personnes pour la garder dans le meilleur état de santé possible? Il faut exécuter de façon le plus systématique l'état de l'art. Parce que le volume de savoir médical qui existe aujourd'hui, qui bouge, qui évolue, qui a des nouvelles publications qui arrivent, des nouveaux traitements, est très compliqué à gérer. C'est-à-dire, en première ligne, il faut être spécialiste de tout. C'est-à-dire, c'est normal, nous, pour nos professeurs en diabétologie, on s'attend bien à ce qu'ils soient à l'état de l'art, mais en pratique, pour un pharmacien d'officine, comment est-ce qu'on fait pour savoir systématiquement qu'on est bon sur tout? Et avec un enjeu aussi pratique, c'est-à-dire qu'une consultation, il y en a ici, mais consultation chez un médecin généraliste, c'est à peu près 15 minutes. Les gens viennent en général pour 2 ou 3 raisons chez leur médecin. Est-ce que le médecin va vraiment avoir le temps de prendre le guide du parcours patient de la HAS et aller à la page 127 pour être sûr et après vérifier? Donc, l'enjeu, c'est de rendre le plus accessible possible l'état de l'art pour que ça puisse être fait par le plus grand nombre de gens possible. Et l'enjeu, c'est aussi de faire basculer la pratique. C'est-à-dire, on ne veut pas un modèle de spécialité, mais bien un modèle de maintien en santé. Donc, il va intégrer aussi tout ce qui est activité physique, alimentation, empowerment, si on veut, du patient, ainsi de suite. Donc, si on combine tout ça, on voit qu'on peut projeter cette stratification sur chacun des 135 territoires de santé. Et si vous mettez cette pyramide avec les choses qu'il faut faire pour chacun, vous avez une idée, pas complète, mais vous avez une idée relativement aboutie des besoins de santé dans la population. Si l'état de l'art dit qu'il faut faire 3 examens du pied pour tous les patients de la strate 2, ça dit qu'il faut faire dans l'année 9 000 examens du pied sur le territoire. Et bien sûr, la question, c'est mais comment on fait? Est-ce qu'on le fait déjà? Si on le fait déjà, très bien, il faut continuer. Si on ne le fait pas, comment on s'organise? Tout ça, ça doit être discuté. C'est-à-dire qu'il faut asseoir les gens ensemble en disant, déjà, est-ce qu'on savait tous qu'il fallait faire ça? Est-ce qu'on le fait déjà bien? Pas bien? Si on le fait bien, comment on s'assure qu'on continue? Si on ne le fait pas bien, qu'est-ce qu'on met en place comme action? Et donc, ce sont vraiment des réunions cliniques où les patients doivent participer systématiquement, et ça a été fait dans les 5 territoires pilotes. Ça a très bien fonctionné. Moi, j'ai des cheveux blancs depuis cette époque-là parce que j'avais peur que
les gens ne viennent pas. En fait, il y en a énormément des réunions le soir. À un moment donné, les gens font un peu une overdose. Mais en fait, ça a très bien fonctionné partout parce que ce sont des réunions extrêmement pratiques. C'est-à-dire, on entre vraiment dans le qu'est-ce qu'on fait pour chacun. Et ça vous permet d'avoir, là, je me suis permis de reprendre des parcours qui ont été faits dans l'autre. Eh bien, vous allez avoir des parcours qui ont été de santé, qui sont co-construits, qui vont aller de la prévention, comment on trouve des gens à risque, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux, comment on trouve des gens malades, ainsi de suite, et qu'est-ce qu'on fait pour eux. Et bien sûr, plein d'actions en prévention. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc, après 2 ans de déploiement, on a un déploiement qui est assez massif et un impact. Donc, vous voyez plus de quasiment 900 professionnels de santé qui travaillent dans le modèle aujourd'hui, ce qui est pas mal, 85 patients partenaires. Et vous voyez un impact énorme en prévention primaire à l'EVER, c'est-à-dire dans 5 territoires pilotes. On a dépassé, depuis le mois dernier, les 900 actions qui ont été menées, 16 000 personnes qui ont été sensibilisées aux facteurs de risque pour les maladies. Donc, ça, ce n'est pas des textos ou des messages, c'est des gens qui ont parlé à des vrais professionnels. Et donc, on voit un effet. On suit aujourd'hui plus de 4 000 personnes dans ces parcours par strate. Est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on s'est dit, le but d'un modèle, c'est d'avoir un modèle qui est évaluable. Donc, on va regarder en moyenne, dans chaque territoire, ce à quoi on s'attendrait d'un bon programme de maintien en santé, c'est-à-dire que les gens viennent à l'hôpital quand ils en ont besoin. On ne cherche pas à rationner les soins, au contraire. Et donc, on a développé beaucoup l'ambulatoire. Les gens ne devraient pas rester à l'hôpital plus longtemps qu'ils en ont besoin. Si on connaît bien les médecins traitants, ils peuvent ressortir plus vite. Et pareil, ils devraient moins entrer par les urgences. Et c'est ce qu'on voit dans nos 5 territoires. On a une diminution d'à peu près 1/3 de la part des séjours de patients diabétiques qui arrivent par les urgences, une augmentation de plus de 20 de la part de séjours ambulatoires et une diminution de moitié des longs séjours pour les patients diabétiques. Donc, c'est des résultats qui sont colossaux et rapides. Est-ce que ça coûte plus cher? La réponse est non. C'est-à-dire que le coût moyen par habitant diabétique dans nos 5 territoires par rapport à la moyenne nationale, en fait, l'écart s'est accru. C'est-à-dire qu'on a des meilleurs services pour tous. On va chercher activement les gens. On les suit bien pour moins cher que la moyenne nationale. Est-ce qu'on a un impact sur le sens au travail? La réponse est oui. On a demandé à un professeur de Columbia qui a travaillé avec beaucoup de ces systèmes intégrés d'aller voir sur le terrain et de demander de faire une enquête sur comment est-ce que les acteurs de santé percevaient ça. Et effectivement, un des résultats les plus forts qu'on a, c'est un sentiment de bien faire son travail, de dire on fait la bonne chose pour les bons patients, on travaille bien, avec un élément qu'elle a identifié, qu'elle appelle le relationship-based care, un élément de convivialité dans le modèle. C'est ce dont on discutait à l'instant. Les gens se connaissent, ils se parlent, ils se font confiance, et c'est un élément très important du modèle. Donc, on voit que sur nos 4 objectifs, effectivement, on est capable de taper, si on veut, sur nos 4 points. On arrive en haut de la montagne ou en bas, Thierry. Une fois qu'on a ça, on a un modèle solide, on a dit qu'on voulait un modèle généralisable. Et donc, ce que nos 5 territoires pilotes ont permis de faire, c'est de développer, d'apprendre de ce qu'ils avaient fait. Et donc, de développer de la méthodologie. C'est-à-dire, si on veut lancer un programme comme ça chez soi, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on veut animer des réunions cliniques, comment on anime? Et donc, ça a permis de développer de la méthodologie et en fait, beaucoup de savoir expérientiel. Les gens peuvent se parler en disant, mais ça, comment tu as fait, etc. Et énormément d'outils pratiques qui peuvent être mutualisés après. Et donc, on arrive dans une phase d'extension. Entre juillet et septembre 2023, il y a 3 nouveaux territoires qui nous ont rejoints, dont un premier CHU. Je vois le CHU de Nancy ici. 2 travaillent sur l'insuffisance cardiaque et un sur le diabète de type 2, avec des enjeux effectivement nouveaux qu'on va pouvoir explorer, de comment est-ce qu'on déploie ça dans un très grand territoire avec une grande ville, quelles sont les échelles territoriales, les bassins. Donc, c'est des questions qu'on peut commencer à traiter. Qu'est-ce qu'on voit dans les nouveaux? Donc, ils sont là depuis septembre. On voit que, bien sûr, la structuration du modèle est beaucoup plus rapide sur le terrain parce qu'on a ce savoir-faire aujourd'hui, on a ces guides, on ne perd pas de temps à réinventer la roue. On peut avancer de façon structurée, parler à des collègues qui ont déjà cette expérience. Et en fait, on a une liste de gens qui doivent être dans la boucle dès l'origine. C'est-à-dire, on sait qui il faut mettre autour de la table. Donc, en termes de structuration, ça va plus vite. Et on voit un rythme qui est très, très, très rapide. C'est-à-dire, je vous rappelle, ces territoires sont entrés dans la démarche en septembre, ou plus tard en septembre dernier, ont commencé ces réunions cliniques et là, en juin, ils ont terminé des programmes de santé complets de la prévention jusqu'à la gestion des patients complexes. C'est des programmes
Quand je dis complet, extrêmement complet, avec tout, c'est-à-dire comment on va trouver les gens, où, comment on organise l'annonce, l'HAD, ça se place où, les soins. Donc, c'est des programmes d'une densité et qui sont extrêmement opérationnels. Et on commence à voir aussi un peu de soutien institutionnel. Et enfin, dernier point, là, on peut commencer maintenant à faire valider tout ça au niveau scientifique. Donc, énormément de communication. Vous voyez, en 2 mois, on est capable de communiquer dans des congrès, etc., et même de gagner des prix. Ça, je suis assez fier. On a gagné un beau prix International Conference on Integrated Care pour le modèle. Alors, on en arrive aux pistes noires. Donc là, ça allait encore plus loin. On voit qu'on a un modèle, déjà, si on y réfléchit, qui a été construit autour de 2 populations. Mais les besoins de santé en France ne se limitent pas au diabète de type 2 et à l'insuffisance cardiaque. Et par ailleurs, ce n'est pas la vocation de la FHF de développer des pyramides. Donc, ce travail de développement d'approches similaires peut et va devoir être entrepris. Il y a de la BPCO, il y a de l'insuffisance rénale, en fait, etc. Et c'est des programmes qui existent à l'étranger. On voit un modèle qui est construit autour de la donnée, mais en fait, Gabriel, tu vois bien qu'on a juste gratté la surface. On utilise des bases PMSI nationales. Jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller dans les données cliniques, dans les entrepôts de données de santé? On pourrait aller beaucoup plus loin. Et enfin, on voit que le modèle aujourd'hui tourne avec des ressources très limitées. C'est-à-dire par rapport à ce qui existe à l'étranger, là, je ne veux pas vous faire de la peine, là, mais les ressources qu'on met sur le terrain sont extrêmement limitées par rapport à ce qui existe à l'étranger. Donc ça, c'est un peu, moi, comment on peut imaginer d'aller sur les pistes noires maintenant qu'on a une technique solide. Et enfin, quelques réflexions, et là, je ne veux pas, mais qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça en matière de hors-piste? La première chose, l'apprentissage de ce voyage, en fait, de la responsabilité populationnelle, et c'est vrai, bien sûr, pour le hors-piste en ski, c'est qu'il faut savoir où est-ce qu'on va. Si vous n'avez pas une idée quand vous vous lancez en hors-piste de où est-ce que vous voulez arriver, ça va être compliqué. Et ça, aujourd'hui, on sait où on veut arriver. On veut un modèle de santé territorial, préventif, qui vise le maintien en santé de la population. Il faut avoir confiance en soi aussi, c'est-à-dire que c'est du hors-piste. Il va falloir aller voir des gens. Il y a des fois, ça va être facile, pas facile. Mais il faut croire, on a un modèle qui est solide aujourd'hui, qui est démontré, qui est robuste. Donc, on a un très bon outil, on a des très bons professionnels. Maîtriser sa vitesse, une des choses, c'est les gens ici, et c'est heureux, ils vont avoir envie de travailler tout de suite. Quand est-ce qu'on commence? Quand est-ce que je veux des actions de prévention tout de suite? On voit qu'en fait, le temps qu'on prend pour déployer une méthodologie solide est extrêmement important. C'est-à-dire tout ce temps-là sur les réunions cliniques, sur la maîtrise, derrière, c'est ce qui donne un socle qui permet de durer des années et des années. Et donc, prendre le temps de bien travailler ces aspects méthodologiques, parce que des réunions vers l'hôpital sur le diabète, n'importe qui peut en faire n'importe comment. Hein? Là, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à la fin à un vrai programme qu'on peut exécuter. Et enfin, être bien équipé. Il faut avoir des bonnes équipes, un peu de système d'information si possible, et des bons professionnels, mais ça, on n'en manque pas. Je vous remercie.